Salut à tous, c'est Nairu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo rétrospective de cette année 2020. Dans cette vidéo, je vais citer quelques sujets qui m'ont marqué et qui ont marqué certainement l'actualité tech. Évidemment, je ne peux pas tout condenser dans une vidéo de quelques minutes et j'ai certainement dû rater quelques événements où certains d'entre eux ne m'intéressent tout simplement pas. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas importants, donc si à vos yeux quelque chose n'a pas été dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on pourra en débattre. Quoi qu'il en soit, c'est parti! Pour ce premier sujet et pas des moindres, le coronavirus, l'effet de ce virus sur l'informatique a fait baisser les stocks drastiquement et donc les prix se sont envolés. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça reviendra à la normale dans le courant 2021. Niveau infrastructure, la 5G se déploie de plus en plus, notamment dans nos contrées en Belgique, mais également en France et un petit peu partout en Europe, mais également à travers le monde. C'est ainsi que la Corée du Sud est le pays en tête niveau déploiement, suivi de la Chine et ensuite des États-Unis. Du côté européen, c'est la Finlande qui est le numéro 1, suivi de très près par la Suède et l'Autriche. Les autres pays suivent évidemment, mais il faudra du temps pour que la 5G soit implémentée un peu partout en Belgique et en France. Quoi qu'il en soit, c'est tout de même un point très important de la communication, aussi bien niveau commercial que niveau sécurité des États. Effectivement, la 5G peut être utilisée dans le cadre militaire pour avoir des communications plus rapides, plus fiables. Également très utile dans l'aéronautique, l'opérateur sur la piste d'atterrissage et de décollage pourra communiquer fiablement et très rapidement avec la tour de contrôle. Et donc vous vous en doutez, c'est une sécurité accrue. On continue avec les infrastructures et on va en Écosse où Microsoft a immergé un data center de pas moins de 800 serveurs. Le but étant de tester la réaction de serveurs immergés, aussi bien point de vue consommation que point de vue vitesse d'exécution et fiabilité. C'est ainsi qu'ils ont pu constater qu'il y avait 12% de panne en moins par rapport à un data center sur la Terre. Point de vue écologie également un gros bonus puisque l'eau conduit la chaleur beaucoup mieux que l'air. Ce data center est vraiment très bien refroidi et donc consomme beaucoup moins. Vous avez également une corrosion due à l'air ambiant qui est totalement absente dans ce cas-ci. Dans le futur, la norme sera peut-être d'avoir des data centers immergés. En parlant de serveurs, nous avons justement ceux de Google qui ont été down. C'est une panne qui a touché le monde entier et notamment tous les services Gmail, Drive, etc. etc. En quelques mots, le problème était simplement qu'ils n'avaient plus de place sur leur serveur. Donc tous les services YouTube, Gmail, Drive et compagnie ne fonctionnaient plus. Du coup, le monde entier était un petit peu en panique et surtout les ingénieurs de chez Google. Heureusement, ils ont su solutionner le problème très rapidement afin que nous puissions utiliser leur service. Mais ça pousse quand même à se poser quelques questions et ça fait un petit peu peur de voir qu'une société aussi grande que Google peut elle aussi tomber en panne et surtout qu'elle a la main mise sur toutes nos données. Chapitre suivant, nous allons du côté de la sécurité informatique et je vais vous parler de Mosaic Regressor. Celui-ci est un virus qui a été détecté dans l'UEFI, donc cette couche avant Windows. Ce virus a été détecté sur 2 ordinateurs de diplomates chinois et aurait été implanté de façon physique. Donc les pirates ont eu accès physiquement à la machine de ces diplomates. On se situe vraiment là dans un scénario James Bond parce qu'on est en plein dans l'espionnage. Mais rassurez-vous, très peu de chances de l'avoir sur votre ordinateur à la maison. Mais en tout cas, ça fait quand même peur de voir que des choses pareilles sont possibles. Continuons dans la sécurité informatique et nous allons nous rendre en Israël où les chercheurs d'une université ont réussi à transmettre des données d'un ordinateur à un autre via la barrette RAM. Pour comprendre comment c'est possible, il faut d'abord savoir qu'un appareil en fonctionnement émet un champ électromagnétique plus ou moins fort en fonction de l'appareil et en fonction de ce qu'il fait comme opération. Ici, grâce à un logiciel spécifique, les chercheurs ont réussi à générer toute une série de lectures et d'écritures dans la RAM afin de générer un champ électromagnétique allant à 2,4 GHz, qui est la fréquence du Wi-Fi. Et bingo, ils ont réussi à transmettre des données d'un ordi à l'autre via la barrette RAM. C'est pas très rapide, on n'est qu'à 100 bits par seconde, mais ça fonctionne tout de même à plusieurs mètres. Encore une fois, on parle vraiment d'espionnage et d'extraction de données, donc ce n'est pas une chose qu'on va pouvoir voir dans nos ordinateurs et c'est certainement pas le but du fonctionnement d'une RAM. Donc ce genre de choses ne sortira certainement jamais d'un labo, mais en tout cas ça fait très peur de voir que c'est possible de transmettre des données sans puce Wi-Fi, Bluetooth ou autre. Une telle prouesse avait déjà été réalisée via la lumière, par l'intensité du clignotement d'une lampe LED, mais également par les vibrations qu'émet un disque dur mécanique.
Microsoft Edge fait son grand retour au travers d'une nouvelle version basée sur le projet Chromium, qui lui-même sert en fait de base à Google Chrome. Ainsi, Google Chrome et Microsoft Edge permettent des fonctionnalités assez identiques. On peut par exemple se connecter avec son compte Google sur Microsoft Edge pour récupérer tous ses favoris, ses mots de passe, ses cookies, ainsi de suite. Et on peut également y installer des plugins, notamment AdBlock par exemple ou ce genre de choses. Côté Microsoft toujours, nous avons une nouvelle version de Windows 10 qui est la 20H2 ou la 20.09. Celle-ci apporte quelques petites modifications au menu démarrer qui changent un petit peu de look et 2-3 petites fonctions par-ci par-là. Si vous voulez plus d'infos sur cette nouvelle version, je vous mettrai tout en description. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de mettre Windows à jour afin de bénéficier des dernières avancées. Et à l'heure actuelle, cette version n'est certainement plus buggée. Pour le dernier sujet de cette partie logicielle, nous allons du côté libre avec LibreOffice. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est LibreOffice, c'est la version gratuite de la suite Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Tout ça pour dire que LibreOffice a fait un bond incroyable dans la prise en charge des fichiers générés par Word, Excel et PowerPoint. Donc si vous en avez assez de payer 69 € pour Microsoft 365, je vous conseille cette suite gratuite et libre, LibreOffice. Rendons-nous maintenant du côté hardware avec Lenovo qui fait sa vente record grâce à une augmentation de 53% sur une année, ce qui propulse ses parts de marché à 25,7%. Et donc le place bien devant HP avec ses petits 25,11%, qui est suivi par Dell avec 15,2%. On va rester du côté hardware, mais on va aller du côté jeux vidéo. La sortie des nouvelles consoles next-gen de Microsoft et Sony, la PS5 et la PS5 édition digitale, ainsi que la Xbox Series X et la Xbox Series S. Ces consoles se veulent vraiment next-gen, avec une nouvelle architecture processeur et GPU faite par AMD, qui embarque du PCI Express 4.0 pour le disque dur en NVMe, pour atteindre des vitesses vraiment folles en lecture et en écriture. Le but étant donc d'avoir un temps de chargement vraiment minime. Et le tout promet de faire fonctionner vos jeux en 4K à 60 images secondes. Dirigeons-nous maintenant vers la next-gen mais du côté PC. En effet, AMD nous a proposé diverses références de cartes graphiques et de processeurs, tout comme Nvidia qui nous a proposé ses nouvelles cartes graphiques next-gen. Pour AMD, il s'agit de nouveaux processeurs Ryzen de la série 5000 qui est vraiment taillé pour le gaming et qui rattrape enfin le retard qu'ils avaient sur Intel. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore pu tester l'un de ces processeurs, mais c'est dans mes projets, donc restez à l'écoute. En ce qui concerne les cartes graphiques du côté AMD, nous avons la très haut de gamme RX 6900 XT. Juste en dessous, c'est la RX 6800 XT. Et encore un cran inférieur, c'est la RX 6700. Toutes les trois disposent de 16 Go de mémoire vive. Mais voici les spécificités, je vous laisse faire arrêt sur image pour toutes les lire. Sachez seulement que la plus haut de gamme est taillée vraiment pour le 4K à 60 images par seconde, avec du ray tracing. Bien sûr, le ray tracing est à mettre un petit peu entre guillemets, puisqu'il maîtrise un petit peu moins cette technologie, puisque c'est une technologie initiée par Nvidia. Quoi qu'il en soit, AMD nous propose vraiment trois cartes très haut de gamme, qui entrent directement en concurrence avec ce fait Nvidia. En parlant d'Nvidia justement, ceux-ci nous ont proposé plein de références. Nous avons des RTX 3060 Ti, une 3070, une 3080 et une 3090. La 3080 pourrait déjà faire tourner n'importe quel jeu en 2K, 4K à 60 images par seconde, bien que ça dépend un petit peu des références comme d'habitude en fonction de l'optimisation logicielle. Quant à la plus haute gamme de la marque, la RTX 3090, celle-ci promet de la 8K, maintenant ce sera à voir selon les tests évidemment, mais on est vraiment sur quelque chose de très costaud avec 24 Go de RAM. Je vous mets également le petit tableau pour que vous puissiez faire un petit arrêt sur image et comparer vous-même. Ce qui est certain, c'est que pour cette année, les deux marques nous proposent vraiment du matériel très haut de gamme qui est beaucoup plus performant que les références de l'année passée, et ce pour un budget largement inférieur, un budget annoncé, puisque pour l'instant le problème c'est la grosse pénurie, on ne trouve quasi aucune référence, et si c'est le cas c'est vraiment à des prix impossibles. Pour ma part, j'ai fait l'acquisition d'une RX 6900 XT qui devrait m'être livrée dans les jours prochains. Donc veillez à bien cocher la cloche afin d'être averti des prochaines vidéos parce que je vais certainement vous montrer tout ça en images.
Pour la suite, dirigeons-nous vers les smartphones. La seule vraie révolution pour moi, c'est parce qu'il possède un écran pliable, le Samsung Galaxy Z Fold 2. Cet écran mesure 7,77 pouces pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz et il ne possède pas d'encoche. Un second écran de 6,2 pouces est disponible sur sa face fermée et fonctionne à 60 Hz. Le tout est propulsé par un stock Snapdragon 865, épaulé par 12 Go de mémoire RAM. Il embarquera 256 Go de stockage. Et point de vue photo, il dispose de 3 capteurs de 12 mégapixels qui disposent d'ouvertures différentes en fonction des besoins, si c'est du portrait, du grand angle ou une photo normale, mais également d'un capteur frontal de 10 mégapixels pour les selfies. Et petit détail, il dispose d'un capteur d'empreinte digitale sur la tranche. Rendons-nous maintenant à Cupertino, au siège d'Apple. La révolution, c'est vraiment ce processeur M1 qui est à l'architecture ARM, fabriqué en interne par Apple, et donc ultra optimisé, ce qui propose vraiment des performances incroyables sur ces machines, et le tout pour une consommation énergétique diminuée, et disponible à travers un nouveau MacBook Air, un MacBook Pro de 13 pouces et un Mac mini. Autre petite nouveauté chez Apple, les AirPods Max. Il s'agit ni plus ni moins d'un casque audio signé Apple, qui est vendu pour la bagatelle de 630 € il me semble. C'est vraiment un budget important, mais pas forcément plus cher que ses concurrents du marché. Parce que effectivement, avec toute la technologie qu'il embarque et tout ce qu'il peut faire, le prix est largement justifié pour un produit aussi premium. Quoi qu'il en soit, je sais que ça va faire débat, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Et si vous voulez vraiment plus d'informations, je vous renvoie vers la chaîne de Pepe Garcia, Pepe World, qui fait vraiment des tests très intéressants sur le sujet et son avis est vraiment très pertinent. Pour terminer cette rétrospective sur l'année 2020, on va parler jeux vidéo. Évidemment, il y a énormément de jeux vidéo qui sont sortis pendant cette année. J'en ai seulement retenu une toute petite poignée qui semble assez intéressant pour moi. Évidemment, ça n'engage que moi et je comprends parfaitement qu'il y a d'autres titres qui sont beaucoup plus intéressants pour vous. Indiquez-moi en commentaire le titre des jeux que vous aimez bien. Ainsi, on pourra en discuter, peut-être découvrir de nouvelles choses. Dans un premier temps, on va parler Final Fantasy VII Remake, qui est actuellement une exclusivité sur PlayStation. Mais une version PC Xbox serait en préparation. À mon avis, ça arrivera certainement quand l'exclusivité sera terminée pour Sony. C'est un titre auquel je n'ai jamais joué sur PS1. Moi, j'étais un peu plus Final Fantasy VIII à ce moment-là, et j'aimerais vraiment le commencer. Bref. Ensuite, nous avons Genshin Impact, qui est un petit peu mon jeu du moment. Je ne fais que ça pour l'instant. Vous le voyez même sur ma chaîne. Pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est un excellent jeu. Il est vraiment magnifique. Il se rapproche un petit peu de Zelda Breath of the Wild. Évidemment, puisque ce sont des textures en cel shading et que ce sont tous les deux des jeux en open world. Dans les deux, on peut cuisiner et faire de la grimpette, mais les ressemblances s'arrêtent là. Genshin Impact a vraiment son identité et je trouve que les mécanismes proposés sont vraiment intéressants et permettent d'aller très très loin dans la finesse du jeu. Il est disponible sur PC, PS4, Android, iOS, bientôt sur Switch il me semble, et il a été élu meilleur jeu Android 2020 par Google. Pour le jeu suivant, allons chez Ubisoft avec Assassin's Creed Valhalla, qui est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 et Google Stadia. Comme d'habitude, cette licence nous plonge au cœur d'une époque qu'on n'a pas connue, sauf si vous êtes un vampire évidemment, ou vous avez une machine à remonter le temps. Bref, on est chez les Nordiques, au temps des Vikings. J'ai brièvement présenté ce jeu sur ma chaîne, je vous mettrai les liens en description. J'attends d'avoir ma nouvelle carte graphique pour pouvoir le tester de façon optimale et vous livrer un avis un peu plus éclairé une fois que je serai avancé dans le jeu. Et pour le suivant, on va pas très loin avec Immortal Phoenix Rising, qui est un petit peu un croisement entre Assassin's Creed Origins et Zelda Breath of the Wild. Je n'ai pas encore acquis ce titre, mais ça ne saurait tarder. Et là encore, je vais attendre d'être avancé dans le jeu pour vous livrer un avis pertinent. Avant-dernier jeu, The Last of Us Part 2. Malheureusement, je n'ai jamais pu jouer ni au premier ni au second parce que je ne possède pas de PlayStation. Donc j'ai vraiment hâte de voir ces jeux arriver sur PC un jour peut-être. Ou alors je vais devoir casser ma tirelire, acheter une PS5. Bref, je mets ce jeu tout de même dans ma sélection parce que j'ai vu énormément de très bonnes critiques. C'est un scénario incroyable et des performances graphiques vraiment sublimes. Si vous voulez vraiment l'avis de quelqu'un qui y a joué, je vous conseille Julien Chiez, qui est un youtubeur très intéressant et très talentueux, très au courant de ce qu'il fait, et je vous mets sa chaîne en description. Pour le dernier jeu, et pas des moindres, celui qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est en développement depuis de très nombreuses années, Cyberpunk 2077. Repoussé plusieurs fois, en développement depuis très longtemps, ce jeu fait actuellement un
tollé incroyable. Il a été d'ailleurs remboursé à plusieurs milliers de personnes, à hauteur d'1 milliard de dollars il me semble. Le problème c'est qu'il a été fini avec les pieds, énormément de bugs de texture et autres, des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Sony a même retiré ce titre de son PlayStation Store. Entre temps, les développeurs ont sorti un patch qui permet de corriger pas mal de choses, à voir si tout va être corrigé. C'est vraiment dommage de voir un AAA aussi attendu dégringoler de la sorte, et surtout pendant ces temps difficiles où on ne peut pas vraiment sortir. Avoir ses jeux favoris entre les mains et ne pas pouvoir y jouer pleinement et ne pas pouvoir en profiter pleinement, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Enfin, pour ma part, je vais attendre que les bugs soient réglés et je ferai d'office son acquisition sur PC. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez sur le bouton cloche pour rien rater les prochaines vidéos. Avant que vous partiez, je voulais vous dire qu'il y aura quelques petits changements sur la chaîne d'ici l'année prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, restez prudents, ciao!